te salue pour cette soirée du Cercle des managers de l'immobilier. Les plus de 400 personnes qui ont décidé de suivre ces débats. Alors, un jour de Saint-Valentin, c'est-à-dire que pour certains d'entre eux, ils ont peut-être accepté de différer un peu leur soirée. En tout cas, merci à chacun parce que le thème qu'on va aborder ce soir, finalement, on aurait pu se demander s'il allait avoir un très grand succès ou seulement du succès. Et la preuve est faite que ce produit de placement, que sont les sociétés civiles de placement immobilier, les SCPI, rencontre décidément un grand succès. Alors, auprès, on en parlera du public, auprès des investisseurs, mais d'évidence, c'est l'essentiel des participants de ce cercle, dans la filière immobilière. Alors, je pense que nous avons avec nous des représentants des conseillers en gestion de patrimoine, des administrateurs de biens, des agents immobiliers, mais sans doute aussi des promoteurs et bien sûr la large communauté des sociétés de gestion et des SCPI de manière générale. En tout cas, une soirée spéciale, ça faisait longtemps avec mes camarades organisateurs qu'on voulait mettre à l'honneur les SCPI. On en a déjà parlé, bien sûr, dans plusieurs débats. On fait un focus ce soir. Pourquoi ? On est dans une période de dérèglement économique, c'est le moins qu'on puisse dire, que ce soit les ménages investisseurs, que ce soit les professionnels. Ils sont troublés, ils ont évidemment du mal à savoir quels sont les repères sur lesquels ils vont pouvoir se fonder en 2023. Et on va se demander, parce que l'expérience encore récente l'a démontré, si les SCPI ne cochent pas toutes les cases, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire ne présentent pas, entre toutes les formes de placement, de très nombreux atouts. Je dis tout de suite qu'on n'est pas là pour faire la promotion de tel ou tel produit, telle ou telle enseigne. On se dira la vérité, c'est-à-dire qu'il y a sans doute des atouts, leur succès en témoigne, mais peut-être aussi des faiblesses de ces SCPI et des précautions à prendre pour investir ou pour conseiller les ménages. Une soirée de sincérité et de franchise avec des personnalités de premier plan. Je vous les présente tout de suite. Pour en savoir plus sur chacune et chacun, je vous renvoie au site du Cercle des managers immobiliers. Il y a des biographies très, très complètes. Vous y verrez que cette fois encore, on a des personnalités d'une très grande expérience et d'une très grande compétence. Alors, par ordre alphabétique de leur nom, je salue Laetitia Bernier. Elle va apparaître à l'écran, puisque je viens de la citer. Elle est la directrice commerciale et marketing de Perial. Alors, voilà, elle incarne une société de gestion. On précisera ce que sont ces sociétés de gestion, mais une société historique dans l'univers des SCPI, l'une des sociétés leaders. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Henri. Merci beaucoup de t'être rendu disponible. Je remercie également de sa disponibilité Paul Bourdois. Alors Paul, il avait déjà sa fiche biographique parce qu'il a déjà été notre invité au sein du Cercle des managers d'immobilier. Il est le président cofondateur de France SCPI. Il nous dira en deux mots ce qu'est France SCPI. Bonsoir Paul. Bonsoir Henri, bonsoir à tous. Voilà, alors je vais dire aussi, parce que c'est très récent et puis c'est une référence, qu'il vient de signer la SCPI pour les nuls. Voilà, hein, donc il n'y a pas beaucoup de nuls parmi nos participants, mais enfin, on se comprend. Je pense qu'il y a encore de la didactique à faire sur les SCPI. Je demande d'ailleurs à chacun de faire cet effort de simplicité, de clarté. Hein. Ne soyons pas dans l'entre-soi. Il n'y a pas que des spécialistes de SCPI avec nous aujourd'hui. À la suite de Paul, Pierre-Antoine Burgala. Alors, il représente quant à lui une autre société de gestion, comme Laetitia représente Perial, qui est la société Iroko, beaucoup plus récente. C'est une jeune société, mais il nous en parlera. Il en est le directeur du développement et il est aussi associé de cette société. Bonsoir Pierre-Antoine. Pierre-Antoine. Ouais, bonsoir à tous, bonsoir Henri. Voilà. Merci beaucoup d'être avec nous. Et alors, le dernier par ordre alphabétique. J'aurais pu le citer d'abord parce que c'est une figure marquante de l'univers de l'investissement immobilier et des SCPI en particulier. Il est aujourd'hui
il a plusieurs missions, mais il est surtout avec nous comme président de l'organisation qui rassemble les SCPI, les sociétés de gestion qui pilotent les SCPI, l'ASPIM, l'Association française des sociétés de placement immobilier. C'est Jean-Marc Colly qui est avec nous. Bonsoir Henri, merci pour votre invitation. Merci beaucoup Jean-Marc. Alors, avec nous ce soir, l'une des co-organisatrices, elle se fait trop rare, alors, voilà, ce soir on est heureux de l'accueillir, c'est Evelyne Vivier. Elle est elle-même présidente adjointe du Cercle des managers d'immobilier, et puis elle a eu un engagement professionnel dans l'univers d'investissement bien connu, et voilà, Jean-Marc Colly en particulier a pu la rencontrer sur son chemin professionnel. Merci Evelyne d'être avec nous. Merci Henri, c'était il y a bien longtemps. Pas tant que ça, voilà. Alors écoute, à toi de dire un mot d'accueil si tu veux, et puis on va rentrer. Avec plaisir. En fait, je me suis souvenu aujourd'hui que Louis-Gaston Peloux m'avait raconté comment, à l'origine, il avait pensé ce produit. Il se disait qu'investir dans l'immobilier réclamait d'être tout de même assez privilégié puisque le ticket d'entrée était élevé. Et il voulait donner accès à l'immobilier d'entreprise à des personnes qui avaient envie d'épargner dans l'immobilier, mais sans forcément connaître la gestion, sans forcément avoir les moyens de mobiliser un très grand montant, et ce, en toute confiance. Et je crois que depuis ce projet d'origine, les choses n'ont pas beaucoup bougé. En revanche, les SCPI ont énormément évolué puisqu'on a connu des choses très simples, mais on a eu des montages beaucoup plus compliqués. On a eu du logement avec plus ou moins de succès. On a eu de la loi Malraux. On a pu loger des parts de SCPI dans un contrat, enfin libeller des contrats d'assurance en parts de SCPI. Et puis, on voit maintenant des achats à l'étranger qui peuvent permettre de jouer les cycles de l'immobilier. Et pour des jeunes actuellement, quand on parle beaucoup de retraite, on a aussi la possibilité de démembrer. Et ça, je trouve que c'est un très bon schéma. Quand on est jeune, on n'a pas forcément besoin de revenus, on achète de la nue propriété beaucoup moins chère, et puis on percevra les revenus le moment venu. Donc, je crois que à la fois, c'est un métier qui s'est toujours ajusté, c'est un métier qui a été extrêmement contrôlé, puisque les sociétés de gestion avaient un agrément COB qui est devenu AMF. Elles ont été organisées dans des associations, dont celle que représente Jean-Marc Colly, la SPIM. Elles ont été notées par des gens comme Guy Marty à l'IEIF. Donc, globalement, il y a une confiance possible et réelle qui peut leur être faite. Merci beaucoup, Evelyne. Alors, merci d'avoir évoqué Louis-Gaston Peloux. Moi, je veux bien qu'on lui dédie ce débat. On sait tous, les plus jeunes et les plus chevronnés, ce qu'on lui doit en effet, et en particulier, incontestablement, les SCPI et leur succès. Il a été un pionnier, il s'est beaucoup battu parce que les SCPI n'ont pas toujours été appréciés, notamment des pouvoirs publics, et aujourd'hui on est satisfait de voir leur solidité dans le paysage de l'investissement. Je rappelle qu'il nous a quittés le 10 décembre 2020, voilà, c'est la Covid qu'il a emporté. On lui dédie cette soirée. Alors, Paul, on va commencer par toi. Je disais, tu viens de signer un ouvrage de vulgarisation, hein, c'est ça, les ouvrages pour les nuls, même si c'est en fait extrêmement précis et parfaitement fiable, mais il s'agit de vulgariser. Et Evelyne l'a dit, ce produit, dans ses gènes, il a la volonté de convenir à des ménages investisseurs. Il n'a peut-être pas tout de suite trouvé sa cible, la cible la plus large. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une SCPI, voilà, en quelques phrases, hein, qu'on comprenne bien l'identité de ce produit, quelle est la réglementation? Evelyne a parlé effectivement de contrôle, hein, des autorités financières, prudentielles, quelles obligations d'information des porteurs de parts, quel type de relations sécurisées pour les souscripteurs, le problème de l'achat, comment on fait pour acheter une part de SCPI, comment on fait pour la revendre si on souhaite arbitrer. Voilà, quelques questions
fondamental. Je te relancerai éventuellement, mais il était naturel que tu tendes la toile de fond de ce débat. Et tu nous dis un petit mot sur ces SCPI aussi que tu as créé. Oui, alors, ça fait beaucoup de questions. Je vais essayer d'y répondre le plus simplement possible. Donc, effectivement, une SCPI, c'est une société civile de placement immobilier. Je pense que tout le monde le sait. C'est une société qui achète des biens qui sont des biens immobiliers professionnels. Donc, professionnels, c'est par opposition à résidentiel. Et effectivement, c'est des bureaux, des commerces, des entrepôts, des hôtels, etc. Et évidemment, elle va les mettre en location. Et chaque personne, chaque épargnant, chaque associé peut acheter une ou plusieurs parts de cette SCPI et évidemment perçoit au prorata de ce qu'il a investi des loyers qu'on appelle plus précisément des dividendes dans le cas des associés. Alors ça peut être des épargnants particuliers, mais ça peut aussi être des épargnants, personnes morales, des institutionnels. L'avantage, effectivement, c'est qu'il n'y a aucune gestion, il n'y a aucune gestion des travaux, des locataires, etc. Donc, c'est souvent, comme on dit, les avantages de l'immobilier sans les inconvénients. Voilà. La réglementation, elle est assez forte. Elle borde les SCPI et les sociétés de gestion qui ne peuvent pas faire n'importe quoi et dire n'importe quoi aux épargnants. C'est régi par le code civil, par le code monétaire et financier, par la réglementation AMF. Il y a même un code de déontologie qui a été fait par l'ASPIM, justement, qui fait que la gestion à l'intérieur des SCPI est assez cadrée, c'est-à-dire qu'on peut pas, enfin, les gérants ne peuvent pas acheter un bien, s'endetter à 90%, revendre le bien un an plus tard pour faire la bascule. C'est une gestion qu'on appelle une gestion bon père de famille. Voilà, donc c'est ultra transparent de ce côté-là. Un chiffre, j'ai parlé tout à l'heure du succès commercial des SCPI. Ouais. Est-ce que tu peux l'illustrer peut-être par une série de chiffres? Ce succès, il va croissant. Quelle est la collecte en 2022, 2021, 20 ces dernières années? Est-ce qu'on peut dire que le succès est au rendez-vous aujourd'hui? Oui, alors effectivement, le succès est au rendez-vous pour plusieurs raisons. Ça ne répond pas parfaitement à ta question. La collecte cette année, en 2022, elle est de quasiment 10 milliards d'euros. Donc c'est un record absolu. On n'a jamais autant collecté sur les SCPI et pour autant, ça reste quand même marginal. C'est-à-dire que c'est un marché assez niche. C'est 30 fois moins que la collecte annuelle en assurance vie, je crois. Et le succès, il va grandissant parce que c'est un produit qui répond à énormément d'attentes, c'est-à-dire effectivement des compléments de revenus, des revenus réguliers surtout. Il y a un couple rendement-risque qui est un couple qui ne divorce jamais. C'est bien d'en parler pour la Saint-Valentin. Le rendement-risque, le couple rendement-risque, il est équilibré dans les SCPI. Il y a pas il y a très peu de produits qui peuvent se targuer d'avoir un risque qui est aussi maîtrisé et un rendement qui est plus que correct. Juste pour expliquer ce qui fait le succès, ou en tout cas l'énorme collecte, le record de collecte pour cette année, c'est qu'il y a une conjonction de facteurs qui est l'épargne Covid, la fameuse épargne Covid qui est énorme, qui est à son maximum depuis 2020. Avec une surépargne de plus de 200 milliards par rapport à l'épargne régulière que constituent les Français. Exactement. Et en 2022, évidemment, on a eu une invitée pas si surprise que ça, qui est l'inflation. Et donc, les épargnants se sont dit, OK, il faut quand même qu'on fasse travailler cette épargne. Et conjugué à cela, le fait que les marchés actions soient assez nerveux. Et donc, vous vous retrouvez assez vite orienté, si vous avez la chance de connaître le produit, si vous vous orientez aussi, vers la SCPI. Donc, il y a un succès qui est assez fort, malgré ce côté niche. Les profils des porteurs de parts, je disais que peut-être au début, dans les années 70, ce produit est ancien, on évoquait un nom qui est attaché, Louis-Gaston Peloux. Il n'a peut-être pas tout de suite trouvé sa cible. On a d'abord vu des investisseurs plus fortunés, c'était un énième choix d'investissement. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des jeunes? Est-ce qu'on a des ménages avec des revenus moyens, intermédiaires? Quelle est la cible attestée par la typologie actuelle des porteurs de parts? Alors, je vais sans doute te décevoir, parce que je pense que tu attends de moi que je te dise que la cible se rajeunit. Non, c'est vrai qu'il y a elle ne s'est pas rajeunie aujourd'hui. Je vais te dire,
Je vais te dire toute la vérité. Il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à la SCPI, mais qui n'investissent pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans un système franco-français et qu'en France, on est avec une brique dans le ventre, c'est-à-dire que on adore d'abord acheter sa résidence principale. Et donc, effectivement, je vais te révéler la pierre en direct, par différence avec la pierre papier, c'est-à-dire voilà, un objet physique, résidence principale notamment, c'est ça. Absolument, et je vais te révéler un des secrets de France SCPI, donc qui est une plateforme qu'on a créée qui permet d'investir sur n'importe quelle SCPI de manière digitalisée. Au début, on s'adressait aux personnes qui avaient 25-35 ans parce qu'on pensait, et à juste titre, que c'était un produit qui était parfait pour les jeunes de notre génération. Et en fait, on s'est très vite aperçu que oui, ça leur correspond, et dans le même temps, les personnes qui ont de l'argent, c'est des personnes qui ont plus de 40 ans, plus de 45 ans. Parce que, évidemment, elles sont un peu plus établies dans leur vie professionnelle, parce qu'elles ont également déjà leur résidence principale. Et donc, effectivement, même si la cible rajeunit, la majorité des épargnants qui investissent sur les SCPI, sans révéler trop de secrets, c'est plutôt les plus de 45 ans. Alors, quand je parlais de rajeunissement, je pensais peut-être d'ailleurs aussi à la manière de pouvoir acheter des parts. Ça te conduit à nous parler de France SCPI. Quand je veux acheter une SCPI, est-ce que le commerce est digital, si je puis dire, est au rendez-vous de l'histoire, ou est-ce qu'on est encore sur des process comme l'immobilier en direct les utilise, c'est-à-dire je vais dans une agence immobilière, j'ai affaire à un CGP. Ça se passe comment? Alors, globalement, le marché est en train de tendre vers une digitalisation complète. Nous, quand on est arrivé, on a été la première plateforme à permettre la digitalisation, donc permettre la souscription en ligne, puisque je rappelle la pierre papier qui porte bien son nom. On devait à l'époque signer tout un tas de documents. Et donc, la plupart des sociétés de gestion aujourd'hui permettent aussi la souscription en ligne. Et cette souscription, évidemment, elle permet, comme dans tout domaine, pas seulement dans le domaine de la SCPI, de faciliter, d'accélérer les choses. Bien sûr. Alors, justement, puisque tu as parlé de pierre papier, et Evelyne avait évoqué une autre personnalité qui est Guy Marty, hein, qu'on a déjà eu comme débatteur sur d'autres sujets, et qui a créé un site qui est une mine d'informations sur la vie des SCPI et qui s'appelle Pierre Papier. Voilà, hein, donc la boucle est bouclée. On salue. Il a signé également la préface du livre La SCPI pour les nuls. Voilà. C'est exact. C'est bien de lui rendre cet hommage-là. Voilà, alors on reviendra vers toi parce que j'ai d'autres questions, mais auxquelles Jean-Marc peut répondre aussi de son balcon, et puis surtout les représentants des sociétés de gestion qui sont avec nous, notamment tu parlais d'approche digitale, on a évoqué la relation client, le rajeunissement ou l'élargissement de la clientèle. On verra ça directement avec eux. Jean-Marc, merci encore d'être avec nous. Donc l'ASFIM, c'est la représentation syndicale des SCPI. Quels sont les enjeux de ces SCPI aujourd'hui? On voit que leur marché se porte très bien. Qu'est-ce que tu dirais du chemin qu'elles ont encore à parcourir ou qu'elles ont parcouru récemment en termes de variété de l'offre, hein, on parlait tout à l'heure d'internationalisation, on parlait de diversité d'actifs, hein, Paul l'a évoqué. Quel chemin elles ont parcouru? Est-ce qu'elles en ont encore à faire? On parlait de plus grande fluidité aussi. On peut évoquer l'organisation du second marché. Qu'est-ce qui se passe quand je veux bouger sur cet actif-là? Et puis aussi, quel comportement des SCPI? C'est la grande question, c'est la question de ce soir, face au dérèglement économique. Alors, il y en a qui sont derrière nous, elles les ont franchis, la Covid typiquement. Il y a même un afflux de liquidités qui leur a profité, d'évidence. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des écueils qu'elles pourraient percuter ou au contraire qu'elles pourraient dépasser? Sacré programme. Vous avez un peu de temps? Oui, absolument. Alors, déjà, juste un petit truc. J'adore qu'on parle de la SCPI. C'est le produit d'origine. En réalité, aujourd'hui, les fonds immobiliers de l'autre côté, c'est bien plus large. Oui, c'est beaucoup plus large que la SCPI. La SCPI, c'est, comme le disait Paul, 10 milliards de collectes cette année. Juste à côté, il y a des unités de compte dans des contrats d'assurance qui ne sont pas sous forme de SCPI, qui représentent quasiment un peu plus de 5 milliards d'euros. Il y a l'OPCI qui est toujours là. Et puis, il y a tous les fonds
à destination des professionnels, hein, des OPPCI, qui sont encore des fonds immobiliers non cotés. Et quand on met tout ça ensemble, c'est vrai que ça n'a pas à la hauteur des valeurs mobilières, hein, mais on a à peu près quelque chose comme 300 milliards d'euros, hein, de produits immobiliers gérés en fonds non cotés, hein, ce qui fait que cette classe d'actifs, qui était une classe d'actifs mineure, hein, juste pour mémoire, en 2000, il y en avait 7 milliards. Il y en avait eu 14 000 en 93, 14 milliards en 93, donc ça avait bien baissé entre temps, mais c'est dire d'où on part aujourd'hui, d'où on est parti donc à cette époque-là, et le succès de la collecte qui est intervenu. Alors, encore un autre chiffre, hein, 200 millions d'euros de collecte en 93, et donc tous ces fonds cumulés cette année, c'est un peu plus de 16 milliards d'euros de collecte. Donc, on voit bien que le succès est effectivement au rendez-vous. Alors, même si la population des investisseurs n'est pas fondamentalement changée, hein, on voit quand même, hein, au travers des nouveaux supports de collecte, hein, que sont l'assurance vie, l'épargne retraite, des gens qui rentrent de plus en plus jeunes. On a aussi organisé, hein, les gérants ont organisé plein de facultés d'investir avec des sommes faibles qui représentent de la décimalisation des parts de SCPI. Bon, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites, hein, pour attirer sur les fonds immobiliers non cotés, donc SCPI, OPCI, unités de compte, voilà, tous les types d'investisseurs. Pour donner une idée, quand même, hein, les foncières cotées, ça représente aujourd'hui, après la décrue, hein, des marchés, 60 milliards d'euros. Donc, on voit bien le rapport entre, j'ai pas dit l'insuccès des uns, mais le niveau de capitalisation des uns et le succès des autres. Donc, ça, c'est pour les SCPI. Alors, moi, il y a un deuxième point que j'aimerais préciser, c'est que elles se sont ouvertes à de nouveaux univers d'investissement. Parce que ce qui a beaucoup changé entre, ou ce qu'on a commencé à comprendre plus exactement, c'est que, bien sûr, les CPI, on verse du dividende, les mauvaises langues diraient de la rente à nos investisseurs, et c'est ça qu'ils viennent chercher chez nous, mais il n'y a pas que ça. Elles n'ont de succès et elles ne produisent cette rente qu'à partir du moment où elles ont une utilité sociale, hein, c'est-à-dire qu'elles servent à régler un problème. Le logement, la santé, la vieillesse, la logistique, le résidentiel demain. Voilà, donc elles ont aujourd'hui, elles sont identifiées comme leur capacité à pouvoir gérer des problèmes sociétaux et les améliorer. Donc, ça, c'est aussi le nouveau sens de cette épargne, hein. Ce n'est pas que la rente, hein, c'est aussi l'utilité qu'on peut avoir. Alors, bien sûr, ça donne une diversité des fonds immobiliers qui est relativement forte. Alors, d'abord, diversité des sociétés de gestion. En 2008, hein, il y avait une trentaine de sociétés de gestion. Aujourd'hui, on ne sait même plus très bien, 115, 120, ça augmente tout le temps. Et chaque trimestre, à l'ASPIM, on a à peu près 4 nouveaux groupes, hein, qui veulent se lancer dans la gestion de fonds immobiliers. Donc, ça donne une idée quand même de l'activité. Alors, tout le monde ne fait pas le fonds classique, hein, celui qui était à l'origine de Louis Gaston, par exemple, hein, qui était un gros fonds généraliste et diversifié. On faisait beaucoup de bureaux, un peu de commerce, un peu de logistique, on faisait un peu de tout. Et l'objectif, c'est plus on était gros, plus on était mutualisé, plus la régularité des rendements était assurée. C'est ça l'objectif, qui était l'objectif principal. Alors, aujourd'hui, ça existe bien sûr toujours, il y a encore de très gros fonds. Ils ont coché une part. Ouais. Ils ont coché une petite case supplémentaire, ils sont partis à l'étranger pour faire leurs investissements. C'est vrai que quand on regarde le marché européen, plus on a de locataires différents, de pays différents, d'économies différentes, plus la mutualisation des risques est bonne, et plus justement cette régularité des rendements et la mutualisation des risques, voilà. Donc ça aussi, internationalisation des investissements. Hein, ça c'est le. Puis, en même temps qu'on a fait ça, il y a eu beaucoup de spécialisation des produits. Spécialisation, alors je le disais tout à l'heure, hein, il y a aujourd'hui des fonds logistiques, il y a des fonds santé, hein, avec un succès de collecte relativement important, il y a des fonds viagers, puisqu'on a des unités de compte qui sont viagées. Donc, on voit bien tout un univers qui est couvert, plus spécialisé. Et je pense qu'aujourd'hui, et Paul le dirait sans doute mieux que moi, hein, l'investissement en part de SCPI, quand on le regarde, il ne peut plus être unique. Hein. C'est-à-dire que je crois qu'il faut un peu en SCPI faire en fonds immobiliers d'un côté, ce qu'on fait dans les valeurs mobilières. Un petit peu de fonds, de gros fonds pour avoir la régularité, et un petit peu de fonds pour avoir un peu plus de performance, c'est quelque chose de différent sur d'autres pays. Et puis, il y a même des fonds encore pire que ça. C'est des fonds avec du risque. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fonds dans lesquels il y a quasiment des activités. Alors, ils sont plus civils, c'est des activités marchandes. Hein. Je fais des opérations de promotion, je fais des opérations de restructuration d'immeubles. Et là, bien sûr, plus de risques et plus de performance. Donc, on voit que c'est un produit qui prend de la matérialité et qui élargit son spectre d'activité, toujours au service de l'utilité sociale. Et c'est ça les produits que aujourd'hui les adhérents de la SPIM gèrent. Alors, après, bien sûr, il y a des différences, hein, et une notoire, Laetitia en parlera sans doute mieux que moi, c'est le marqueur fort aujourd'hui qui est l'ISR.
Voilà, les gérants ne veulent plus seulement gérer, mais ils veulent, là encore, faire un effort pour améliorer le sort de la planète. Alors, quand on Du dit que sens. c'est nouveau, c'est pas nouveau. Hein. Alors, 2007, un Grenelle de l'environnement, on a commencé à distribuer des labels partout, à faire des choses comme ça. Donc, c'est pas nouveau. Aujourd'hui, on a une étape de plus, hein, mais voilà, et des gérants qui marquent clairement que leur objectif, presque pas moins que la performance, parce que sinon ça ne fonctionnerait pas, mais voilà, au moins autant que la performance, voilà, le statut ISR, qui n'est pas du greenwashing, mais qui est aujourd'hui adossé à, voilà, à des labels, à des choses qui sont suivies, hein, et qui seront encore et de plus en plus suivies. Donc, ça représente aujourd'hui 50% de la collecte. Voilà. Alors justement, aujourd'hui, 50% de la collecte, toute nouvelle société, SCPI qui se créerait, ne pourrait pas se dispenser du label ISR. Les plus anciennes, aujourd'hui, sont entrées, pour beaucoup d'entre elles, dans ce dispositif, hein, dans cette appréciation. Les nouvelles, systématiquement, sont ISR. Hein. Bon. Si c'était systématique, ce serait justement inquiétant. Non, elles doivent faire des efforts pour y arriver. Hein. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut aujourd'hui se dispenser de cette qualification justement aux yeux du public, et parce que c'est un marqueur fort? Aux yeux des distributeurs, c'est assez incontournable. Voilà. Un assureur ne référencera pas un produit en unité de compte dans son contrat, un CGP dans sa gamme de diffusion, et un banquier, parce qu'il doit avoir des fonds qui ne seraient pas ISR. C'est là, très bien. Je ne suis pas encore extrêmement sûr que l'investisseur il ait la même conscience. Hein. Il commence pas malheureusement, mais aussi par regarder la performance. Bien sûr. La performance, qu'elle le satisfait, que ce soit en termes de distribution, en termes de valorisation. Bien évidemment, s'il a plusieurs choix, il va choisir celui qui est plus ISR, parce qu'il faudrait quand même être idiot pour ne pas le faire. Mais dans l'ordre des choix, voilà, il ne faut pas se tromper. L'ISR, ce n'est pas le premier choix. On ne vient pas sur le produit pour faire de l'ISR. Le produit doit être sociétalement raisonnable, ou énergétiquement raisonnable, mais ce n'est pas le premier truc. Donc, il faut arriver à concilier à la fois cette performance et ce côté ISR qui paraît, qui est quand même aujourd'hui assez incontournable, notamment chez les jeunes, hein, parce que quand la cible de clientèle, c'est les jeunes, ne pas leur parler de ça, c'est sans doute une façon d'élargir la cible des souscripteurs, évidemment, peut-être de mettre en avant ce label. Alors, il y a bien deux choses dans le label. Hein. Il y a l'aspect énergétique. On doit consommer moins, le bilan carbone. Et puis, il y a autant de critères. Il y a quatre points essentiels dans le label, notamment ISR, qui sont énergétiques. Et puis, les autres, c'est que des points sociétaux. Hein. Je dois bien vivre dans mon immeuble. Voilà. C'est des choses qui se préoccupent justement, on revient au sens de l'épargne, de bien-être des gens dans les immeubles dans lesquels ils vivent, quels qu'ils soient. Hein. Donc, ce n'est pas qu'un label énergétique. Hein. Là aussi, c'est autre chose. Voilà. Et ça correspond à une demande, mais n'inversons pas les choses. La performance, la valorisation, le sérieux de la gestion, c'est aussi important que Et puis, il y a la compétition européenne. Luttons contre les acronymes. Est-ce que tu peux développer ISR pour ceux qui ne sauraient pas, car on a le droit de ne pas le savoir? Investissement socialement responsable. Voilà, très bien, parfait. Merci. Sur un point que tu as évoqué, c'est-à-dire cette nécessité du conseil des épargnants de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, hein, voilà, comme on dit, c'est-à-dire de faire un portefeuille qui soit composé aussi parce que c'est une forme de maîtrise du risque. Ça, il n'y a que la SCPI qui permettent de le faire. Ou alors, il faut des fortunes telles qu'on va acheter en direct du commercial, du tertiaire, du résidentiel. Et aujourd'hui, est-ce que tu connais la moyenne, c'est peut-être Paul qui peut nous répondre, mais des portefeuilles des porteurs de parts de SCPI, est-ce qu'on est sur 10 000 euros, 20 000 euros, 100 000 euros? Quelle est la toise? On sait aujourd'hui qu'on a autour de 4 millions de porteurs de parts de fonds immobiliers. D'accord. Donc, alors, la proportion et ce qu'ils ont varie selon leur âge et le support. En assurance vie, c'est un tout petit peu, et par de retraite, pour l'instant, c'est un petit peu plus faible que ce que l'on a en direct, mais la population n'est pas la même. Hein. En direct, on a beaucoup de gens un peu plus âgés qui, fortune faite ou alors à la retraite, placent une part plus significative de leur épargne. On sait que c'est plus élevé, mais voilà, 4 millions de porteurs de parts pour alors les fonds immobiliers particuliers, c'est 135 milliards d'euros. Donc, voilà, on fait la division, c'est 30 000 euros à peu près par. D'accord. Mais ça peut être plus important pour des gens en direct, pour des personnes un peu plus âgées et un peu plus faibles sur l'épargne. Et l'idée, justement, c'est de se constituer ce portefeuille au fur et à mesure du temps. Hein. On commence à 20 ans avec des petites souscriptions, on met ce qu'on peut, puis on augmente progressivement pour arriver à quelque chose qui sera un jour
un capital et on l'accroît bien sûr des revenus et de la valorisation du portefeuille que l'on a. Donc, il y a l'endettement, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu moins. Alors, je poserai la question tout à l'heure pour varier les voix aussi. Une question, la dernière, pour ta première intervention que je te pose, elle a été posée dans le chat. Effectivement, on a parlé de cette abondance de liquidité. Alors, cette abondance de liquidité, on l'a vu dans l'épargne des ménages, que ça peut conduire à acheter ou des parts de SCPI ou autre chose. Et on a vu que le marché avait été soutenu aussi par ça. Et puis, ces liquidités, elles sont aussi dans les mains des sociétés de gestion, des sociétés qui vont constituer le patrimoine. Est-ce que le risque, il y a eu beaucoup de moyens financiers ces temps-ci, ces dernières années, le risque d'achat moins prudent, avec moins de discernement, est-ce que ce risque existe et est-ce que tu dirais qu'il vaut mieux des périodes qui risquent d'être devant nous, hein, où on aura des moyens plus comptés et où on aura un regard peut-être plus exigeant sur les patrimoines? Alors, incontestablement, de 2008 jusqu'à aujourd'hui, on pouvait se lever idiot le 1er janvier et finir riche le 31 décembre, juste avec la compression des taux. Donc, voilà. Donc, et on sent bien que ce monde est fini hein, quand on regarde la situation économique d'aujourd'hui. Et dans l'immobilier, c'est pas neutre. Hein. Bon, une inflation très forte, mais un peu de difficulté à faire passer sur les loyers pourtant indexés de nos locataires l'effet de cette inflation. Hein, parce que l'État décide de plafonner, parce que les locataires qui payent déjà beaucoup de charges n'ont pas de capacité à payer les loyers. Donc, on voit bien que déjà là, ça va être un peu plus difficile, même si tous les gérants hein, ont dit quasiment pour l'année prochaine qu'ils serviraient la même distribution ou même un tout petit peu plus hein, que ce qu'ils ont servi cette année. Donc, côté revenu, il n'y a pas vraiment de difficulté. Après, par contre, bien sûr, il y a l'aspect valorisation. Et là, incontestablement, la remontée brutale des taux, alors même qu'on soit sur l'OAT ou sur l'OATI, tous les discours qu'on a, incontestablement, ça va toucher la valeur des actifs. Alors, de manière différente, hein, selon les actifs, bien évidemment. Celui qui est en plein centre d'une ville, quelle qu'elle soit, Paris ou une autre, sera peut-être moins touché que celui qui est en périphérie. Les Allemands, peut-être les premiers, les Français, peut-être les seconds, les Britanniques encore plus. Tout ça, ça va être assez diversifié, mais il y aura bien sûr un effet. Et pour l'instant, on ne l'a pas encore vu sur les fonds français. Hein, oui, il y a eu des petits ajustements de valeur sur les expertises du mois de décembre, mais c'est quelque chose qui va arriver. Et connaissant et sachant qu'il va y avoir ces ajustements de prix sur le marché, que tout le monde cherche, hein, les gérants sont, à mon avis, plutôt prudents dans leur stratégie d'investissement maintenant. Je crois qu'ils préfèrent garder un peu d'argent, regarder ce qui va se passer sur le marché avant de l'investir pour évidemment passer ce creux du marché et profiter des opérations qui seront à leur prix au moment où ils décideront d'investir. Puis deuxième raison, il y a aussi un peu de financement qui ont été faits par les gérants de SCPI. C'est 24-25% en moyenne. Hein, je ne dis pas que tous les fonds sont. Voilà, donc là aussi, des remontées de taux qui sont sans effet pour l'instant, puisque les taux étaient couverts, mais qui, au moment où ces financements vont se renouveler, il faudra quand même les rembourser ou les reprendre. Je pense plutôt les rembourser. Donc là aussi, garder un peu d'argent et se mettre aujourd'hui dans des placements qui ont des rendements assez proches, hein, du monétaire, de l'obligataire, des produits datés, pour attendre avant d'investir, ça peut servir une partie du rendement. Donc, pourquoi se presser alors qu'on peut faire de meilleures opérations demain pour faire attention à la dette et au remboursement de sa dette. Et il y a une alternative sur le marché aujourd'hui, hein, qui sont les produits obligataires avec les taux qui remontent. Ça peut servir de lieu d'accueil. Donc, les gérants, je pense, ne vont pas faire vont pas se précipiter à acheter, même s'ils ont énormément collecté. Ils vont prendre leur temps, attendre tranquillement, et puis ils vont regarder le marché pour constater les valeurs sur le marché. Merci beaucoup. Tu as répondu au cahier des charges. Voilà, tout ça est clair. Tu ne crédites pas les SCPI de toutes les qualités. En tout cas, il y a évidemment des risques. Il faut les mesurer. Il faut diversifier, y compris avec d'autres classes d'actifs, comme tu l'as dit. Laetitia Bernier, tu représentes Perial. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on souhaite dans les débats avoir un nombre limité de débatteurs pour qu'il y ait un confort dans les explications et dans les discours de chacun. Jean-Marc l'a évoqué, c'est de l'ordre de 120 en société de gestion. Alors, on ne pouvait pas avoir un trop grand nombre de sociétés. On a fait un florilège, voilà, je dis sans disqualifier les autres. Perial est un poids lourd des SCPI et c'est une société ancienne. Il reconnaît une très jeune société. Voilà, on voulait ces deux représentants.
Très simplement, description du groupe Perial, qui a été l'un des pionniers, l'un des leaders de la gestion des SCPI. Quel catalogue, quelle offre aujourd'hui et quelle stratégie d'offre? On a beaucoup parlé de choix extrêmement divers. Donc, pourquoi Perial fait-il les siens? Quelle politique de commercialisation aussi, hein. Alors, je précise, et ça me permet de dire que j'ai ce plaisir d'être dans l'un des jurys, hein, qui chaque année apprécie, selon un certain nombre de critères, les meilleurs SCPI, qui est celui de vousfinancer.com. Voilà, je le dis, mais ce n'est pas le seul. Et Perial, chaque année, a des prix. C'est aussi le cas d'Iroko. Voilà, donc on apprécie aussi la qualité avec les porteurs de parts. Quels efforts vous avez fait dans cette direction-là? Voilà, et puis d'autres questions qui viendront. Laetitia. Merci Henri, bonsoir à tous. Donc Perial, effectivement, alors pour ceux, tout le monde ne connaît peut-être pas Perial. Perial, c'est un groupe familial indépendant qui a été créé il y a plus de 55 ans. Perial a été créé en 1966 et fait partie des premières sociétés de gestion à avoir créé les SCPI, dont à travers la SCPI qui s'appelle aujourd'hui PF Grand Paris, qui à l'époque s'appelait PF1, et qui est encore en activité et à laquelle on peut encore souscrire aujourd'hui. Quelques chiffres peut-être pour illustrer ce qu'est Perial. Aujourd'hui, on gère 6,3 milliards d'actifs au travers de 5 fonds immobiliers, dont 4 SCPI qui sont investis en France, mais également dans l'ensemble de la zone euro. On a investi dans 7 pays de la zone euro. Et ces 7 pays représentent 1 milliard d'euros gérés. Donc, sur 6,3 milliards d'encours sous gestion, on en gère plus d'1 milliard en zone euro. Donc, effectivement, pour rebondir sur les propos de Paul et de Jean-Marc, l'internationalisation fait partie de notre mode de gestion. Une des particularités de Perial, Jean-Marc, vous l'avez évoqué également, c'est notre engagement sur cette thématique investissement socialement responsable, ISR, puisqu'aujourd'hui, 80% de nos encours gérés sont labellisés ISR. Donc, on gère notamment 4 SCPI. Je parlais de PF Grand Paris, donc comme son nom l'indique, c'est la SCPI qui investit dans le Grand Paris. Elle a été créée donc, il y a 55 ans et son objectif, c'est de fabriquer un patrimoine sécurisé qui va s'apprécier dans le temps. Une deuxième SCPI que nous gérons, c'est PFO, qui va fêter cette année ses 25 ans. Donc, on est encore sur une SCPI qui est sur le marché depuis un moment, qui a une capitalisation de 800 millions d'euros. Et PFO, c'est la vitrine du savoir-faire de Perial en termes de diversification. Que cette diversification soit géographique, elle est investie en France et en zone euro, ou typologique, on est investi notamment dans des bureaux ou dans les hôtels, dans l'hospitalité, dans l'accueil de l'humain. Troisième SCPI, qui est peut-être la plus connue et la tête de gondole de Perial, c'est PFO2. PFO2 a été créé en 2009 avec un temps d'avance d'un point de vue ISR, puisque en 2009, on ne parlait pas encore décret tertiaire, on ne parlait pas encore investissement socialement responsable. Et PFO2 s'est lancé à ce moment-là en affichant des objectifs de réduction de consommation d'énergie et d'eau. Des objectifs qui sont chiffrés d'un point de vue quantitatif, mais également dans le temps. Ce qui nous permet d'afficher des résultats. On est vraiment dans la preuve également des actions qu'on avance et elle affiche des résultats de réduction sur ces Alors, ça veut dire d'ailleurs, parce qu'on parlait des actifs qui peuvent en soi être performants, avoir des performances écologiques, environnementales, je parle des immeubles. Là, on va vers les utilisateurs aussi. Ça veut dire qu'il y a des règles qui pèsent sur les utilisateurs. La sobriété dans la consommation d'énergie, ça va être une entreprise qui loue ou exerce son activité dans votre patrimoine. Voilà, forcément, ça englobe, ça inclut les comportements aussi des utilisateurs. Absolument. Donc, on a notre équipe. Donc, une des particularités de Perial, c'est d'internaliser sa relation au locataire. Tout est fait chez Perial avec nos équipes d'asset management. Et effectivement, ça nécessite une relation de proximité pour mettre en place des plans d'action avec nos locataires qui nous permettent de réduire, de réaliser des économies d'énergie ou d'eau en ce qui concerne PFO2.
Une question sur, alors qui pourrait aller aussi aux trois autres débatteurs, mais elle m'est posée dans le chat. L'achat de ces parts de SCPI, alors on parlait d'un portefeuille moyen de 30 000 euros, mais on peut aller bien au-delà. Aujourd'hui, il peut se faire avec le levier du crédit. Stricto sensu, en des temps plus reculés, ça n'était pas le cas. Aujourd'hui, on peut s'endetter quand on est un ménage pour acheter des parts de SCPI. Est-ce qu'il y a une crainte à avoir avec la réduction de l'accès au crédit quant à la commercialisation des parts? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet, Laetitia? Alors aujourd'hui, tous les rendements des SCPI ne sont pas encore sortis, mais globalement la majorité oui. Et on a vu passer dans la presse que le rendement moyen des SCPI est autour de 4,5. C'est ça. Donc, on en parlait tout à l'heure et vous l'évoquez également, il y a plusieurs façons d'acheter la SCPI. Mais dans une façon traditionnelle en pleine propriété, avec une performance de 4,5, acheter à crédit continue d'être intéressant et permet aux épargnants de se constituer un capital à moindre frais. En tout cas, ça reste intéressant de le faire. Ensuite, il y a d'autres façons d'acheter en SCPI, notamment au travers du démembrement. Et aujourd'hui, avec les taux de crédit actuels, ça reste intéressant et on a encore des dossiers qui nous arrivent. Les banques prêtent, pour mettre des pieds dans le plat, les banques prêtent pour acheter des SCPI qui ne sont pas leurs SCPI, puisque les banques ont aussi, pour certaines d'entre elles, diversifié leur activité dans la fabrication de ces produits-là. Est-ce qu'elles prêtent pour acheter des produits qui n'ont pas leur marque, si je puis dire? Oui, absolument. Donc, on a plusieurs banques, effectivement, alors chez Perial en tout cas, qui financent nos SCPI et qui sont référencées pour être finançables. La question de la liquidité du produit, j'avais annoncé dès le début. On a parlé de la manière d'acheter des parts de SCPI. Le digital n'y est pas pour rien. Vos parts, d'ailleurs, chez Perial, on peut y souscrire de manière digitale? Absolument. Donc, c'est un processus totalement digital. On peut y souscrire en pleine propriété, mais également en démembrement via notre outil de souscription en ligne. Et on peut également effectuer des prélèvements de façon digitale. Donc, aujourd'hui, c'est un processus qui est totalement digitalisable. Alors, ça a un intérêt pour l'épargnant, un double intérêt. D'abord en termes de praticité et puis en termes d'efficacité et de rapidité d'exécution du dossier de souscription. Ça nous fait gagner du temps, donc ça en fait gagner également à l'épargnant. Alors, je précise, je n'en ai pas le reproche, mais que bon, je ne conduis pas chacun de vous, même chose pour Pierre-Antoine, à faire de la publicité, mais je crois que vous êtes des exemples, des bons exemples. Aujourd'hui, cette distribution digitale, elle devient courante entre toutes les sociétés de gestion. Je veux dire, Perial a peut-être pris de l'avance sur le sujet, mais aujourd'hui, il y a une contamination. On peut souscrire couramment de cette manière-là. Je pense que oui. Paul pourra le préciser mieux que moi. Il a accès il a un panorama de l'offre plus précis, mais j'imagine qu'effectivement, aujourd'hui, la digitalisation est monnaie courante chez mes confrères. Le second marché, puis après j'aurai une dernière question avant de passer à Iroko. Le second marché, est-ce qu'il est fluide, organisé, si je veux revendre mes parts? Et ça pose la question aussi de la maturité. J'ai intérêt à garder ces parts combien de temps? Est-ce que c'est un produit tellement liquide que, allez, tous les ans, je peux vendre une partie de mon portefeuille? Est-ce que ce n'est pas mon intérêt? Est-ce que ce sont des produits de garde, de longue conservation? Alors, c'est de l'immobilier. Quand vous achetez de l'immobilier en direct pour le mettre en location, pour faire un investissement locatif, vous ne le revendez pas 2 ans après. Donc, effectivement, la durée moyenne de détention conseillée est de 10 ans. Ce qu'on constate chez Perial, c'est qu'en moyenne, nos épargnants conservent leur part pendant une durée de 20 ans. D'accord. D'ailleurs, c'est un produit comme les autres produits de nature immobilière. On sait qu'on constitue ces patrimoines aussi dans cette intention qu'on transmet à des enfants, soit avant sa mort, on peut en faire donation, ça peut faire partie de… L'intérêt de la SCPI également, c'est que c'est une boîte à outils pour répondre à différentes problématiques patrimoniales, dont la transmission. Donc, effectivement, c'est des choses qui se pratiquent très, très régulièrement
puisqu'elle permet, par exemple, de répartir son patrimoine de façon plus simple entre les enfants. Là où, s'ils devaient se partager une maison, peut-être que certains voudraient la vendre et d'autres pas. Là, chacun reçoit une part équivalente de façon très simple. Donc oui, c'est un outil de transmission idéal. Donc, la revente, pour terminer, je reviendrai évidemment vers toi. La revente, est-ce qu'elle est aisée lorsque, au bout de 8 ans, 10 ans, peu importe, mais ça peut être un objectif, et puis je peux avoir besoin de liquider une partie de cette épargne sous forme de SCPI? Donc, ce qui conditionne la revente, c'est la demande en face. Donc, c'est la collecte de la SCPI. Donc, aujourd'hui, chez Perial, en 2022, on a collecté près de 800 millions d'euros. Donc, on n'a pas le sujet de liquidité. C'est un produit hyper liquide et on récupère sa mise sous un mois. Donc, voire moins. Donc, on n'a pas de question de liquidité aujourd'hui inhérent à ce produit. En revanche, encore une fois, c'est de l'immobilier. Donc, si demain, il n'y a plus de demandes et d'acheteurs en face, voilà, il faudra que les épargnants patientent jusqu'à ce qu'il y ait un acheteur. Et puis, alors, il y a une question dans la question, les frais de commercialisation. Bon, on sait que si j'achète un logement existant ou neuf, d'ailleurs, je paie des droits de mutation à titre onéreux, ils ne sont pas du même montant, je paie de la TVA, enfin bref, qu'est-ce qui se passe avec les parts de SCPI? Elles sont grévées de quelle somme en plus de leur valeur estimée? Donc, en termes de frais, alors, la tradition, et c'est ce qu'on pratique chez Perial, on a des frais de souscription et ensuite il y a des frais de gestion. Donc, les frais de souscription, ils sont aussi, on parlait de liquidité. Chez Perial, notre objectif de collecte vient avant tout servir la liquidité de la SCPI. Donc, pour nous, on est convaincus que c'est un mode de gestion sain. Donc, effectivement, avoir des frais de souscription sur cette collecte nous permet un alignement de nos intérêts avec ceux des associés, puisque plus on collectera en accord avec notre stratégie et notre politique d'investissement, plus on pourra enrichir le fonds avec de nouveaux immeubles et garantir une liquidité à celui qui voudra revendre ses parts. Ensuite, il y a des frais de gestion qui sont corrélés au loyer que nous recevons de la part de nos locataires. On peut donner des chiffres ou c'est tabou? Non, ce n'est pas tabou. Ce sont des données publiques qui sont accessibles dans les dossiers de souscription et sur nos bulletins de souscription et qu'on communique de façon très aisée. Non, au contraire, je pense que la transparence est essentielle, à la fois en termes de performance, en termes de gestion des fonds. Qu'est-ce qu'on achète? Pourquoi on l'achète? Pourquoi chez Perial, on valorise tant la localisation de notre patrimoine? Ça, c'est un point clé également, mais également la transparence sur les frais que nous prenons. Bon, vous ne m'avez pas donné de chiffres, mais tu ne m'as pas donné de chiffres, mais voilà. Non, mais c'est variable en fonction des SCPI, mais les frais de souscription chez Perial tournent entre 8,5% et un peu plus de 10%, par exemple. Parfait, c'est clair. Je reviens vers toi. Pierre-Antoine Burgala, Hiroko, puis ça me permettra de poser 2-3 questions que j'aurais pu là aussi poser aux 3 autres experts, mais tu sauras répondre et le chat m'en souffle. Hiroko est une nouvelle entrante dans l'univers des sociétés de gestion de SCPI. Alors, quand a-t-elle été créée? Quelle est son histoire? Quelle est sa volonté d'identification dans ce paysage qui ne manquait pas d'acteurs? Et voilà, pourquoi avoir créé une société de plus? Ça, c'est la première question. Quelle est son originalité? Quelle est sa stratégie? Ok, ça fait beaucoup de questions. Et effectivement, mes confrères, consoeurs ont répondu à beaucoup d'éléments que je partage. Effectivement, on est moins historique, beaucoup moins historique que Perial, et je suis d'ailleurs très, très fier d'être associé à une jolie maison comme ça. Hiroko, c'est une société de gestion donc, qui s'est lancée en juin 2020 avec une conviction très forte, c'est que, et tu en as un petit peu parlé, Henri, c'est que l'avenir de l'épargne, au final, va vers la transparence et que les épargnants choisissent aujourd'hui leurs produits d'épargne en connaissance de cause.
Alors, je pense qu'Internet est clairement en grande partie responsable, même si au final, sa seule consultation ne permet pas aux investisseurs qui s'y intéressent de tout appréhender. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des acteurs comme Français CPI ou pierrepapier.fr que tu as cité. Notre mission, pour revenir à Iroko, en la créant, ça a été de faire des produits d'épargne performants, accessibles et donc qui apportent de la pédagogie. C'est un terme qu'on retrouvera effectivement souvent chez nous, parce que pour atteindre cet objectif, nous pouvons compter sur une cinquantaine de collaborateurs, d'ailleurs pour grande partie issus de grandes maisons de gestion. C'est vrai que la société de gestion est jeune, néanmoins les personnes qui la composent ont connu les grandes maisons de gestion, mais on a une particularité, c'est qu'on a également des personnes qui sont issues du monde de la tech, car un des credos d'Iroko, justement, et de ses produits d'épargne, outre le fait d'être performant, c'est d'améliorer l'expérience de nos utilisateurs, que ce soit les conseillers en gestion de patrimoine, les banques, etc., et les clients finaux. Donc, ça passe par une bonne compréhension de nos produits, en apportant donc cette pédagogie, c'est pour ça que j'en parlais, et jusqu'à la souscription simplifiée. Effectivement, là, tu as 2 bons élèves autour de la table, mais ce n'est pas le cas effectivement de toutes les SCPI proposées aujourd'hui sur le marché, avec un suivi donc, de l'épargne 100% en ligne. En novembre 2020, on a lancé notre premier fonds. C'était une SCPI, puisque c'est le thème de la soirée, Hirokozen. Un peu plus de 2 ans après son lancement, Hirokozen, c'est un beau succès, puisque c'est 250 millions d'euros de capitalisation pour à peu près 5500 associés. On a de nombreux partenaires distributeurs. On a investi dans 60 actifs au travers de 5 pays d'Europe de l'Ouest. Donc, on partage effectivement cette internationalisation avec les véhicules de Perial. Donc, comme je vous le disais, on est à 250 millions d'euros déjà pour 60 actifs. Ça veut dire qu'on a une stratégie de gestion très granulaire. Et si tu me permets quelques instants, je décrirai ce que ça veut dire. On est labellisé ISR. C'est un élément extrêmement important chez Iroko. Et bon, il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et on n'est pas là effectivement pour faire de la pure réclame. On a tout de même servi un taux de distribution en 2022 de 7,04 après avoir offert en 2021 7,10%. Notre objectif de rendement reste quand même à 5,50, donc c'est une performance qu'on a surperformé ces 2 dernières années. Alors, originalité, puisque tu m'as posé la question, quelles sont-elles? J'en vois 3 grandes. La première, j'en ai légèrement parlé, c'est qu'on est accessible 100% en ligne et donc ça simplifie à la fois la relation qu'a l'épargnant avec ce produit, mais également le traitement qu'on peut avoir au travers de la société de gestion. La deuxième originalité, elle est plus singulière, c'est sur sa structuration de frais, puisque Iroko fait partie de ces quelques SCPI qui a une structuration de frais de souscription à 0. Donc, effectivement, le marché des SCPI, selon l'IEIF, c'est des frais de souscription à hauteur de 9%. Le but, ce n'est pas du tout d'opposer les 2 mondes. D'ailleurs, je me permets cette remarque. Les 2 mondes, entre guillemets, la SCPI avec frais de souscription a ses vertus, celle sans frais de souscription a les siennes. Nous, on a souhaité effectivement partir sur ce modèle car on a souhaité être rémunéré non pas pour notre collègue, mais plutôt pour notre gestion de l'immobilier, puisqu'en fait, on a variabilisé tous nos frais. En gros, si je dois résumer le concept, c'est que si la SCPI performe, la société de gestion sera bien rémunérée. Et on estime que ça milite pour une convergence des intérêts entre justement la société de gestion et les épargnants d'autre part. Ce modèle nous le permet. Et la dernière originalité, si j'ai encore quelques instants, sera sur la stratégie de gestion. Donc, on est né dans une période un peu compliquée. Tu en as un petit peu parlé, je crois que Paul aussi en a fait quelques mots, puisqu'on est né en plein Covid, novembre 2020, rappelez-vous, on était en plein dedans. C'était une période qui a fortement chahuté, évidemment, le marché immobilier, au final, qui a fait que renforcer quelques tendances. On a évoqué ici, depuis le début des débats, les usages des bureaux. Donc, on a eu l'arrivée du télétravail qui, in fine, n'est pas massive, mais néanmoins qui modifie le paysage, ou en tout cas l'utilisation du bureau tel qu'on a pu le connaître ces 10 dernières années. Il y a eu un essor de l'e-commerce. Notre SCPI se revendique SCPI des usages de demain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle vise à accompagner justement les transitions générationnelles, démographiques, digitales, de manière opportuniste et elle sous-pondère donc ou surpondère certaines classes
d'actifs en fonction de nos convictions de marché. Donc, on fait aujourd'hui peu de bureaux et quasi exclusivement du bureau loué à l'État. Donc, c'est quoi? C'est du Pôle emploi, pour donner quelques exemples concrets, plus parlants, du Pôle emploi, ministère de l'immigration en plein cœur de Madrid, ou alors on fait du siège d'entreprise. En revanche, on fait davantage de commerce, pas tout type de commerce, mais du commerce supermarché, du commerce santé, éducation, des crèches, pharmacies, pôles médicaux, et on a une surpondération à date en petites logistiques, locaux d'activité, justement pour accompagner le e-commerce. Et tout cela, comme je te le disais, on est à 60 actifs pour 250 millions d'euros collectés, c'est-à-dire qu'on est très granulaire. On achète entre 1 et 20 millions d'euros pièces, donc on est sur un marché qui est un peu plus dilué, plus profond et moins concurrencé par les asset managers traditionnels qui se positionnent volontiers sur des tailles d'actifs un peu plus importantes. Et donc, on estime d'ailleurs que c'est un choix qui est plutôt payant dans un contexte de taux actuel qu'a évoqué Jean-Marc. Alors, même si effectivement, on ne voit pas un repricing massif pour le moment et que les expertises font également, comme d'habitude, font preuve de beaucoup d'inertie. Je vais le pousser dans ce effectivement, font preuve de beaucoup d'inertie. On se rend compte qu'effectivement, ça a été un pari payant dans la mesure où notre matière, à la base, c'est plutôt une matière de petites foncières ou d'investisseurs privés très fortunés. Donc, on s'est retrouvé en tant qu'SCPI que Collect avec cette capacité d'acheter des actifs déjà repricés parce qu'on n'a pas besoin de dette, justement, et c'est un des sujets que vous aviez évoqué avec Jean-Marc. Et ça a été une force et on continue à le faire aujourd'hui. Donc, on avait beaucoup surpondéré le commerce sur le dernier semestre 2022 parce qu'il y avait des opportunités qui étaient là. Et en 2023, on s'est donné comme target de justement viser, de rééquilibrer vers la logistique parce qu'il va y avoir à nouveau des opportunités. Une question, après je vais revenir vers Jean-Marc et Paul sur des grands sujets transversaux vous concernant. La pierre papier, si elle a un défaut, c'est, on l'a dit tout à l'heure, de n'être pas physique. Il y a un lien que les ménages ont avec la pierre. Alors, ils sentent que le sous-jacent est immobilier. Comment peuvent-ils le connaître? J'en arrive à l'information, parce que là aussi, et j'ai pu le voir comme membre du jury, vous avez été un certain nombre à faire des efforts pour matérialiser aux yeux des porteurs de parts le sous-jacent. C'est-à-dire, en clair, moi j'ai des parts, est-ce que je sais ce qu'il y a derrière? Est-ce que je m'intéresse? Est-ce que je peux avoir conscience de tel immeuble à tel endroit? Voilà. Est-ce qu'il y a un effort d'information pour matérialiser l'immatériel? Ouais. Alors, je pense encore une fois que vous avez ici deux bons élèves en matière d'information à l'investisseur. Je parle sous ton contrôle, Laetitia, évidemment. Mais effectivement, je parlais de pédagogie. La pédagogie passe aussi par l'information. On a un grand souci de transparence sur les actifs que l'on peut avoir en portefeuille. Alors, il y en a 60, donc la liste est longue. Mais en tout cas, que ce soit nos clients, nos partenaires ou nos prospects, peuvent avoir une conscience absolument totale sur le parc, sur les actifs que compose le parc. On a toute une page qui est dédiée justement aux actifs, pourquoi on les a achetés. Le taux d'occupation aussi, les questions me sont posées, je les aurais posées, je le dis tout de suite au participants. Pardon? Le taux d'occupation est également… Bien sûr. Alors ça, de toute manière, globalement, pour répondre d'ailleurs à cette question, ça fait partie des… je ne sais pas si on peut appeler ça contrainte, mais en tout cas des obligations réglementaires qu'ont les sociétés de gestion et les CPI de communication auprès des épargnants, et fort heureusement, au travers de leur rapport trimestriel ou semestriel. Donc, elles doivent communiquer un certain nombre d'éléments sur le taux d'occupation financier, sur le niveau de dette, par exemple, puisqu'on en a parlé, sur leur capitalisation, aussi sur on va dire la bonne dynamique de collecte, donc entre la collecte brute, là je parle un peu dans le jargon, mais c'est-à-dire quel argent a collecté une SCPI et la collecte nette, c'est-à-dire au final, est-ce qu'il y a eu une belle collecte brute, mais quelques retraits qui fait au final que la performance, entre guillemets, de collecte de la société de gestion est moins bonne qu'on pourrait l'imaginer en regardant juste la collecte brute. Enfin bref, les sociétés de gestion sont contraintes et heureusement, encore une fois, à un niveau d'information assez complet et ça ne va pas, entre guillemets, en s'améliorant, mais c'est une bonne chose, je le dis avec beaucoup de bienveillance, pour communiquer à l'épargnant. Après, effectivement, il y a des sociétés de gestion qui vont un cran plus loin en donnant davantage d'informations et c'est, je l'estime, le cas chez Iroko, puisqu'on a donc une page dédiée
sur lequel on peut voir donc l'ensemble de notre parc, pourquoi on a acheté tel et tel actif, pourquoi on estime qu'il est bien dans ce marché, pourquoi on estime que le locataire est bien également dans son marché et va rester, et quelles actions concrètes on fait de manière ISR qui vont faire qu'on va le fidéliser. Enfin bref. Alors, très clair, c'est la gestion est déléguée, c'est ce qui fait l'absence de soucis, comme disait Paul tout à l'heure. Pour autant, je peux m'associer, je peux m'intéresser à la manière dont le patrimoine est géré par la société de gestion. J'ai un niveau d'information suffisant. Quel est le taux d'occupation chez Iroko? On est 100%, bon, on a un taux d'occupation à 100%. C'est pas mal, très bien. Parfait. Je reviens vers Jean-Marc et vers Paul. Jean-Marc, une question sur la valorisation des parts. Tu as évoqué tout à l'heure l'impact de l'inflation, la hausse des taux sur les patrimoines des sociétés de gestion, leur valeur. Comment on estime la valeur d'une part pour la commercialiser? C'est une question qui m'est posée. J'ai dit qu'on serait didactique, alors je fais appel à toi. Jean-Marc? Oui, attends, c'est bon. Alors, on va encore parler parce qu'il y a plusieurs produits. Alors, on va parler des SCPI, puisque c'est là, la SCPI, il y a une valeur d'expertise, elle est annuelle. Donc, et à partir de cette valeur d'expertise, chacun ne la fait pas annuelle le 31 décembre. Hein. Il y a des groupes, par exemple, qui, tout au long de l'année, peuvent faire expertiser leurs actifs de manière à ce que la valeur d'expertise soit le reflet tout au long de l'année de l'évolution du marché. Ou tu en as d'autres qui le font le 31 décembre. Donc, là encore, il y a des pratiques un peu différentes. Ça vaut le coup de regarder aussi un petit peu. Donc, chaque SCPI choisit son expert. C'est une précision. Elle choisit son expert. Oui. C'est pas, je veux dire, l'expert n'est pas mandaté par, je ne sais pas moi, l'AMF ou. Non, mais je suis un expert parmi des experts voilà, qui répondent à une charte. Hein. Il y a des accords d'ailleurs avec l'AMF, une manière de travailler. Donc, c'est pas. Voilà, elle est assez harmonisée d'ailleurs, cette manière. Elle est même quasiment européenne, hein, puisque les experts ont des réglementations qui s'appliquent dans tous les pays, quels que soient les pays, avec les mêmes méthodes d'expertise. Si tu veux, on ne va pas rentrer dans les méthodes d'expertise, mais il y a des règles très claires d'expertise. Alors, c'est pas non plus une valeur objective. Hein. Il n'y a pas de prix objectif de l'immobilier. Hein. Il n'y a qu'un prix subjectif. L'expert donne une idée, mais parfois le marché est prêt à payer plus cher ou moins cher la valeur de l'actif. Voilà. Mais quand on a un patrimoine assez élargi, hein, ce que disait Pierre-Antoine, si on a 60 actifs, certains seront un peu plus élevés, d'autres un peu moins, mais voilà, la masse globale est juste en termes de valorisation. À partir de ce moment-là, la société de gestion décide de fixer le prix de sa part. Alors, je vais simplifier, plus ou moins 10% autour de cette valeur d'expertise et des éléments d'actifs. C'est un peu plus compliqué, mais c'est à peu près ça. Donc, selon le sentiment hein, du gérant, ben, il peut être un peu au-dessus de la valeur des actifs. Alors, ça veut dire que les gens qui rentrent à l'intérieur vont payer un petit peu plus que la valeur réelle, mais parce que voilà, il y a une raison pour le faire, ou alors à l'inverse, hein, un peu inférieur. Hein, parce qu'il y a des petits, voilà, il y a un risque de liquidité ou de marché, et à ce moment-là, le prix peut, plus 10, moins 10, autour de cette valeur, être fixé par le gérant, en fonction de la situation du marché. Et bon, alors, sur d'autres produits, c'est pas du tout ça, d'ailleurs, un OPCI et unité de compte de contrat d'assurance, là, c'est valeur liquidative permanente, donc c'est pas ni plus 10 ni moins 10, c'est le prix résultant de la valorisation des actifs. Et comme les SCPI et les sociétés civiles, pardon, les unités de compte et les OPCI, la valorisation est plus fréquente, c'est des VL trimestriels, voire hebdomadaires hein, pour les UC. Donc, mais là, c'est le prix point, ni plus ni moins le prix. Voilà. D'accord, c'est clair. Un sujet sur la constitution des patrimoines. Vous avez tous beaucoup parlé de diversification, mais je ne vous ai pas entendu parler vraiment de résidentiel, de logement. Vous avez parlé d'immobilier à destination d'activité, on va dire, qui répond, tu l'as dit, hein, qui répond à des problèmes de la société, loger les seniors, les plus âgés, ça peut être les jeunes, et le logement purement et simplement des familles. Est-ce que c'est une cible patrimoniale pour les SCPI? Ça l'a toujours été. Alors, mais malheureusement, à travers de dispositifs qui étaient plutôt des dispositifs fiscaux, et on faisait des fonds purs fiscaux autour du résidentiel. Alors, ça a commencé, je crois, avec Méhaignerie et ça a terminé avec Pinel. Bon, donc, il y a toujours eu des époques extraordinaires hein, de collecte de quelques milliards d'euros autour de ce logement. C'est plus le cas aujourd'hui. Hein, les investisseurs, au travers des produits collectifs, ne croient pas fondamentalement
à l'immobilier, et l'immobilier avec ce type d'aide et d'avantages fiscaux. Donc, mais par contre, il faut absolument qu'on y revienne, hein, parce que c'est un problème sociétal majeur. C'est pas qu'on manque de logements d'ailleurs, il y en a largement assez, mais ils sont pas dans un état décent et pas toujours aux endroits où ils devraient être. Donc, justement, je pense que la force des gérants de SCPI ou de fonds immobiliers en côté, ça serait de revenir sur ce marché. Ça commence. Hein, on commence à voir des gens qui reviennent. Alors, le plus bel exemple, là, je ne peux pas tout lister, c'est la Caisse des dépôts, Caisse des dépôts CDC Habitat, qui a créé des produits essentiellement à destination des institutionnels et pas des particuliers, hein, qui sont sur le logement, mais ça représente des sommes colossales. Hein. Ils ont revendu une partie de leur patrimoine à un grand assureur. C'est plus de 2 milliards d'euros quand même qui avaient été. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est temps de revenir vers les particuliers avec ce produit-là. Hein, mais il faut encore une fois que le rendement que procure ce produit soit à la hauteur de leurs attentes. Oui, et que ça s'inscrive dans la durée et non pas dans un univers court qui conduit à monter des produits pour les liquider 7-8 ans après, une fois que les engagements sont pris. Donc, on essaie pour l'instant de faire des propositions, notamment au pouvoir public, pour les amener à nous aider à faire ce type de produit, non plus avec des engagements courts ou des avantages fiscaux courts, mais plutôt avec une vision longue du produit. Et je pense que ce serait une très bonne chose si, sur les fonds immobiliers non cotés, revenaient sur cette classe d'actifs. Une question qui se pose alors de manière aujourd'hui violente aux investisseurs particuliers, c'est celle de la transition environnementale. Hein, et quand on est un propriétaire bailleur, on en a parlé dans d'autres débats, on y reviendra, c'est aujourd'hui une préoccupation lourde, également pour les administrateurs de biens. Quel que soit le type de patrimoine aujourd'hui, sa performance environnementale est regardée. Le décret tertiaire existe pour les bureaux, dans les mêmes termes, c'est une exigence. Les SCPI, comment elles fonctionnent par rapport à cette actualisation, modernisation de leur patrimoine? C'est la notion de réserve aussi que je voudrais que tu évoques. Est-ce qu'elles ont de l'argent qu'elles réservent, qu'elles mettent de côté pour mettre à niveau leur patrimoine, ce que les particuliers font douloureusement et quand on leur demande, ça coince? Le propre de la SCPI, comme l'ont dit Laetitia et Pierre-Antoine, c'est que c'est un produit qui est géré par, entre guillemets, des professionnels. C'est leur métier. Donc, bien évidemment, on sait qu'un patrimoine, on doit réserver une partie des revenus qu'il génère pour, dans le temps, l'entretenir et le maintenir au niveau. C'est vrai pour les bureaux, c'est vrai, tout aussi vrai pour le logement. Et voilà. Et nous devons, et nous faisons en permanence des programmes de travaux, des plans de travaux sur les actifs qui visent à les entretenir, bien sûr, mais aussi à les faire progresser. Et à les faire progresser sur le plan notamment énergétique, parce qu'aujourd'hui, c'est la clé de ce truc. Alors, on n'est pas toujours récompensé. Ça, c'est le truc qui m'en fout. Vous êtes un particulier, vous possédez un logement que vous avez acheté, vous le faites progresser, vous avez le droit à ma prime rénov'. Par contre, vous êtes un gentil particulier, vous avez fait votre produit, non pas directement, mais indirectement au travers des SCPI. Elles font le travail qu'elles doivent faire pour faire progresser cet actif, et là, aucun avantage. Pourquoi est-ce qu'on est traité différemment? Parce qu'au motif qu'on est géré justement par des professionnels qui font bien et qui font progresser l'actif, pourquoi est-ce qu'on n'a pas quelque chose qui pourrait nous remercier ou nous accompagner dans cette démarche? Alors, oui, voilà. Comment dire? Classiquement, un actif immobilier, il fait l'objet à période régulière de grandes restructurations. Et le coût de ces restructurations, justement, est intégré dans la gestion de l'actif. Donc, c'est pas grave si on attend pour faire ce progrès énergétique, cette grande restructuration de l'actif, parce que ça s'intègre à l'intérieur et son surcoût est pas énorme. Par contre, quand on nous demande d'accélérer et de dire demain, il faudra que tous les logements soient isolés, qu'ils ne soient plus en F et G, mais qu'ils soient en AE, on fait comment? Parce que là, c'est un coût important et qu'il faudra pas. Deuxième point qui est essentiel aussi là-dedans et maintenant dans le logement, c'est que énormément des logements qui sont sur le marché et qui vont être déclassés pour des raisons environnementales sont contenus dans des copropriétés. Et que les règles de travaux dans les copropriétés, on ne décide pas d'isoler un immeuble, de changer la chaudière ou de changer toutes les fenêtres tout seul. Donc, il faut que ces copropriétés puissent décider de faire des travaux qui sont nécessaires pour remettre le logement au niveau. Et pour l'instant, les règles de majorité ne permettent pas de faire ça, parce qu'il suffit que quelques-uns se posent à ces travaux pour que l'immeuble, globalement, ne puisse pas progresser. Alors, ils ne le font pas de gaieté de cœur, les gens qui refusent. C'est qu'en réalité, ils n'ont pas toujours les moyens. Donc, je pense qu'il faudrait aussi qu'on essaye de trouver un système qui permette de prêter à une copropriété, sur une période relativement longue, un emprunt qu'on rembourse, de gréver chacun des lots de la copropriété d'une sûreté au profit du banquier, et puis que du coup, ça permettrait à tout le monde de faire les travaux,
Donc, plus facilement prendre une décision avec peut-être des majorités plus faibles. Et bien évidemment, toutes les fois qu'on vendrait son appartement, ou avant l'amortissement du prêt, on devrait rembourser le prêt qui avait été consenti à la copropriété et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y aurait un système à la fois pour accélérer le process, pour rendre supportable par ceux qui ne peuvent pas le faire le coût des travaux qu'on doit faire dans ces immeubles au bénéfice des travaux globaux. Et là, ça permettrait aussi à des gens comme les fonds immobiliers de s'intéresser à ces actifs pour encore faire progresser le niveau de qualité et de consommation énergétique des logements. Les réserves à des fins de bon entretien et de modernisation du patrimoine sont-elles obligatoires? La question m'est posée, je crois que c'est important. Est-ce qu'elles sont discrétionnaires ou est-ce que vous devez, quand vous êtes une SCPI, constituer, une société de gestion, constituer une réserve? Il n'y a pas d'obligatoire en tant que tel. Voilà, on doit faire des plans de travaux, ça on doit le faire, donc c'est publié. Maintenant, on peut essayer de les anticiper en mettant des sommes de côté, ça peut être de la plus-value, de la distribution, mais c'est pas une obligation. Il y a certains groupes qui disent, nous, on distribue tout ce qu'on gagne, et le jour où on devra faire des actifs, on pompera dans les revenus ou dans la collecte pour faire ces travaux. D'autres disent, non, on est prudent. Donc là aussi, il y a des stratégies de gestion, mais je pense que ce que disent Laetitia comme Pierre-Antoine, c'est regarder les politiques qui sont expliquées dans les notes d'information, dans les rapports annuels, parce que ça vous expliquera tout ce que font ou tout ce que ne font pas vos gérants au service du développement de ces patrimoines. Mais il n'y a pas d'obligation en tant que telle. Et on me pose, ensuite je vais vers Paul, une question sur la fiscalité des porteurs de parts. Alors, tu as évoqué tout à l'heure l'utilisation de dispositifs fiscaux comme le MENURI dans la constitution de patrimoine résidentiel. Aujourd'hui, quelle est la fiscalité du porteur de parts? Alors, on me dit, est-ce qu'on peut imaginer une fiscalité bénéfices industriels et commerciaux? Est-ce qu'on peut imaginer un amortissement? Voilà, on en est aujourd'hui quand on porte des parts de SCPI. Est-ce qu'on a des choix de régimes fiscaux? Alors, à moi, bon, écoute, à toi. Le principe de la SCPI, c'est des revenus fonciers. Notaire, je rappelle que l'ancien notaire, alors voilà, tu demandes un conseil pour des ménages. Ouais. C'est comme le curé des Froquiers, quand le notaire a cessé d'exercer, c'est pas forcément la bonne solution. Mais bon, essentiellement, c'est des revenus fonciers, donc on est posé sur le revenu courant. Le seul produit qui ne soit pas en revenu foncier, c'est l'OPCI. Lui, il est en revenu financier. Notamment, il y a la flat tax pour ceux qui sont largement fiscalisés, elle est plafonnée à 17 à 30% avec les prélèvements sociaux. C'est un tout petit peu différent. Donc voilà, globalement, c'est les revenus fonciers. Alors, on peut aussi faire des déficits, compenser ça. Enfin, je pense que là, Laetitia et Pierre-Antoine seraient bien meilleurs que moi sur l'endettement est là aussi pour ça, pour faire un peu aussi d'outils de gestion de patrimoine avec ces revenus fonciers. Et la capacité de s'endetter peut en être un ou d'usufruire la nue propriété encore un autre. Donc voilà, il y a aussi un peu d'adresse fiscale. C'est pas autre chose que de l'adresse, mais il y a des choses à faire avec les revenus. D'accord. Merci beaucoup, Paul. Des questions viennent aussi, c'est légitime. Je disais que les participants sont des professionnels, toute la filière, sur la distribution de ces parts de SCPI. Alors, on a entendu qu'il y avait des politiques. Vous voyez, là aussi, on a deux exemples, avec des frais d'entrée, sans frais d'entrée. La distribution de ces parts de SCPI, elle peut se faire chez toi sur une plateforme digitale, mais est-ce qu'elle peut se faire, je les avais évoqués d'ailleurs, chez des professionnels, des CGPI, des agents immobiliers, administrateurs de biens peut-être, et quelle est la politique commerciale, ça veut dire aussi d'ailleurs de rétribution des distributeurs. Et là, volontairement, je ne pose pas la question ni à Perial ni à Rocco, mais d'une manière panoramique, qu'est-ce qu'on peut dire sur les pratiques commerciales? Globalement, pour acheter des parts de SCPI, effectivement, ça peut se faire par différents canaux. La plupart du temps, c'est par des CGP. C'est un produit qui est encore très CGP orienté, disons. De plus en plus, on peut en trouver dans les banques, mais encore une fois, les banques fournissent leur propre SCPI la plupart du temps. On peut en trouver sur les plateformes SCPI comme la nôtre, France SCPI, on n'est pas les seuls. Et puis, de plus en plus, on voit les sociétés de gestion comme Iroko, comme Perial, comme quasiment toutes les autres, qui vendent, qui proposent, qui conseillent en direct leur propre part de leur propre SCPI finalement. Voilà. Il y a à chaque fois des intérêts. Qui internalisent la force de vente, pour le dire avec ces mots-là, et qui ont leur moyen de distribution de leur part de SCPI, c'est ça?
Oui, absolument. Voilà, chaque solution, chaque canal, disons, a son intérêt et son inconvénient. Je ne vais pas te dire que passer par une plateforme SCPI comme la nôtre, c'est mieux, mais je le pense très Tu as le fortement. droit, tu as le droit. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les épargnants peuvent aujourd'hui avoir accès au SCPI par une multitude de canaux. Voilà. Quant à la rétribution ou la rémunération, alors moi, je parle dans notre cas, on a une rétrocession de commission, comme on appelle ça, de la part de la société de gestion pour avoir conseillé sa SCPI, sa ou ses SCPI. Et en général, la rétribution, elle est à peu près homogène selon les sociétés de gestion. Donc, nous, plateforme, on n'a aucun intérêt à proposer une SCPI plus qu'une autre. Voilà, clairement. Un intérêt, voilà, je le dis volontiers, hein, des plateformes, c'est tout de même, c'était évoqué tout à l'heure, je crois, par Pierre-Antoine, vous êtes un canal de commercialisation, mais aussi, je dirais, d'appréciation et un showroom, c'est-à-dire qu'il y a une diversité panoramique aussi des SCPI sur une plateforme comme la tienne. Ouais, alors c'est vrai que c'est un avantage de notre canal, de notre canal, j'entends des plateformes SCPI, des plateformes qui proposent les SCPI, c'est que oui, on a accès, on peut comparer toutes les SCPI entre elles, on peut constituer une allocation alors, en un seul endroit finalement. Ce qu'on peut faire aussi en allant dans chaque société de gestion et en faisant son petit marché, mais la plupart des gens qui arrivent sur notre plateforme, sur notre site, en général, c'est des personnes qui connaissent un peu les SCPI, mais qui ont besoin de se faire conseiller parce qu'effectivement, il y a une multitude de SCPI. Il y en a plus de 150. Donc, forcément, pour choisir là ou les bonnes SCPI, on a besoin de conseils. Est-ce que des SCPI disparaissent? Est-ce que ça se ferme, une SCPI? Est-ce qu'on arrête l'aventure? On a vu qu'il en essaie, bon, les sociétés de gestion comme Iroko avec des nouveaux produits. Est-ce que certains disparaissent? Alors, il n'y a pas de disparition. Enfin, j'ai un exemple en tête qui est une SCPI d'une bonne société de gestion qui a ouvert et qui a décidé de se lancer sur l'hôtellerie en Italie juste avant le Covid. Donc, elle a ouvert puis fermé. Mais en général, et pas pour des raisons de mauvaise gestion, mais pour des raisons plus conjoncturelles, en général, il n'y a pas de fermeture de SCPI, il y a des absorptions, donc des fusions entre plusieurs véhicules, plusieurs SCPI. Voilà. D'accord, parfait, c'est très clair. Et est-ce qu'il y a, Pierre-Antoine, ensuite tu auras la parole, il la demande, est-ce qu'il y a des SCPI fermées, des SCPI ouvertes? C'est en clair, est-ce que certaines SCPI se satisfont des moyens qu'elles ont, assurent une saine gestion, alors que d'autres ouvrent leur capital et font venir en permanence de nouveaux moyens? Oui, alors si je résume assez simplement, ce sont en général les SCPI à capital fixe qui sont fermés à la collecte, en général. Et effectivement, il n'est pas possible de rentrer dedans. Il y a un nombre ou alors très difficilement, il y a un nombre, il y a un numerus clausus d'associés. Il y a un nombre de parts bien déterminé. Et puis les SCPI sur lesquels on peut tout le temps rentrer, qui sont la majorité de l'offre aujourd'hui, qui sont les SCPI à capital variable. Avec quand même une précision, c'est que certaines SCPI à capital variable peuvent aussi décider à tout moment de dire « Ok, stop, on stoppe la collecte parce qu'il y a un afflux trop important. » Et donc, on va réduire ce braquet pour prendre le temps de bien investir. Voilà. Une précision d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, on parlait de la facilité de souscrire, j'ai interrogé Iroko, mais c'est le cas de Perial aussi et d'autres sociétés, on peut souscrire en ligne, est-ce qu'il y a des mécanismes aussi d'épargne progressive, régulière, c'est-à-dire que voilà, j'entre dans une SCPI et puis ensuite mensuellement, je vais acheter de manière automatique, régulière, on va me faire acheter par un dispositif automatique de souscription et de composition d'épargne. Oui, absolument. C'est possible. Alors, c'est possible, Laetitia en parlait, effectivement, c'est possible sur les SCPI, sur une majorité maintenant de SCPI. On peut décider d'investir mensuellement, trimestriellement sur des parts au fil de l'eau, effectivement. Et Un parfois, plan d'épargne, on connaît ça. Hein.
Absolument, sauf que c'est un peu plus rentable. Effectivement, on a la possibilité même de parfois réinvestir le dividende qu'on perçoit, plutôt que de le percevoir sur son compte, eh bien, on le réinvestit en part de SCPI, ce qui permet de faire grossir le capital que l'on a. Voilà. Bien, Antoine, tu as demandé la parole, et puis ensuite j'ai une ou deux questions aussi pour Laetitia. Oui, écoute, après, vous y avez largement répondu par la suite. En fait, je voulais rebondir au sujet de la distribution des SCPI à la fois au travers des conseillers en gestion de patrimoine et des sociétés de gestion elles-mêmes. En fait, l'idée, c'est pas d'internaliser complètement et de distribuer exclusivement, effectivement, les SCPI directement dans la société de gestion. Effectivement, comme l'a dit très bien Paul, c'est pas tout à fait le même métier. Vous avez rebondi là-dessus. Paul, il a un catalogue des SCPI. Il est capable effectivement de couvrir l'ensemble du marché, ce qui n'est absolument pas notre cas. D'ailleurs, on n'a pas non plus le même métier, c'est-à-dire que nous, on est producteurs et gestionnaires de produits immobiliers, tandis que Paul va avoir un rôle plus complet pour l'épargne du client, sa bonne compréhension, l'appréhension fiscale, la transmission. On a dit justement que la SCPI était un produit de transmission. La durée de détention moyenne d'une SCPI, comme le disait Laetitia, c'est plus de 20 ans, c'est 23 ans plus exactement, je crois, selon l'IEIF. Donc c'est un produit concrètement qu'on achète et on meurt avec, pour la faire courte. Et bref, c'est tout un tas de sujets auxquels les sociétés de gestion elles-mêmes ne pouvaient pas répondre. Evelyne Vivier me nous dit dans le chat qu'elle avait un portefeuille de SCPI depuis plus de 20 ans. Voilà, c'est pour la petite histoire. C'est un exemple, voilà, un exemple de stabilité. Ouais, voilà. Et donc, effectivement, c'est tout un tas de sujets auxquels ne peuvent pas répondre les sociétés de gestion. Donc oui, on est maître à bord et on maîtrise bien notre produit, on est capable d'en parler. Et effectivement, alors chez Iroko, notre façon d'adresser la clientèle directe, c'est une clientèle assez particulière puisqu'on est très digitaux, beaucoup dans la pédagogie. On attire une population qui est effectivement historiquement désintermédiée. C'est clairement plus jeune. Le jeune qui va aller vers un peu de crypto, un peu des CPI, ou alors les très érudits. Il y a effectivement des sachants en immobilier parmi nous tous et qui sont capables effectivement de composer eux-mêmes leur portefeuille. Mais globalement, l'apport des CGP est nécessaire et c'était une précision que je voulais apporter. Cible intéressante, je voulais qu'on en parle. Alors bon, Paul a été clair, il n'y a pas encore un rajeunissement radical, mais pour partie, nous disait Jean-Marc, des souscripteurs. Des jeunes, ils vont entrer avec un portefeuille de combien? De quelques milliers d'euros? Qu'est-ce qu'on peut dire des plus jeunes souscripteurs qui sont plus naturellement portés vers de la distribution digitale? Ouais. En lançant Iroko, effectivement, on découvre entre guillemets une population intéressée par l'immobilier SCPI, pas par l'immobilier, parce que là, je pense que le mal est fait en France. Il n'y a pas de sujet là-dessus. En tout cas, par la SCPI extrêmement jeune, effectivement, on a une population de souscripteurs qui a la vingtaine. Et ça, effectivement, dans les différentes boutiques dans lesquelles j'ai pu passer, c'est une population que je n'avais pas l'habitude de voir et qui n'est pas représentatif de la clientèle suivie par la plupart des conseillers en gestion de patrimoine. Et ils investissent combien? C'est souvent des petits tickets, enfin des petits tickets, il n'y a pas de petits tickets, mais en tout cas, c'est des tickets modestes, parfois un peu touche à tout, c'est-à-dire qu'ils vont certainement investir chez ma consoeur et c'est typiquement la clientèle qui fait que si on est performant, seront capables de resouscrire. Donc, on a un taux de resouscription qui est assez significatif. On peut les fidéliser. Exactement, donc, avec un taux de fidélisation intéressant. Le ticket d'entrée pour un jeune de 20 ans, ça va être 1 000 euros, un exemple? Alors, nous, commercialement, on a fait le choix de ne pas être totalement accessible. Enfin, on est accessible à partir de 5 000 euros, donc ça reste un ticket modeste. Mais il est possible de trouver des SCPI avec effectivement des tickets d'entrée plus modestes encore, parfois même une part. Ça a été un choix commercial, c'est aussi un choix oui, bien sûr. que l'investisseur comprenne bien aussi dans quoi il met les pieds. Voilà. Notre but, n'était pas effectivement de multiplier les clients, mais plutôt de multiplier, d'avoir une clientèle qui comprend dans quoi elle investit. Merci beaucoup. Laetitia, alors je rectifie, mais on me donne les informations au compte-gouttes. Donc, Evelyne a même des SCPI Périal depuis plus de 30 ans. Voilà. Bon, bref, on a avec nous l'exemple de quelqu'un de fidèle à ce support d'investissement, à cette classe d'actifs. Laetitia,
Une question, voilà, mais on peut dire merci, effectivement. Une question sur les SCPI diversifiés. On a parlé tout à l'heure de la stratégie, c'est Jean-Marc qui disait il faut voilà, composer à l'intérieur d'un portefeuille qu'on va fabriquer, mais les SCPI elles-mêmes font l'effort pour beaucoup d'entre elles de la diversification dans une SCPI. C'est-à-dire qu'elle va être moins thématique et plus large, c'est ça? Oui, absolument. Alors, pour être concret, on a l'exemple de la SCPI PFO qu'on gère chez Perial, qui a une diversification à la fois typologique, c'est-à-dire qu'on va y trouver aussi bien des bureaux que des hôtels, que des commerces, des résidences gérées, des résidences seniors, par exemple, qu'une diversification géographique avec la France et maintenant la zone euro, on va investir dans des pays européens. Donc effectivement, ça permet de dérisquer. C'est la diversification permet aussi de dérisquer. Alors on a vu par exemple pendant la pandémie que les SCPI diversifiés eh bien, étaient moins risqués ou dérisqués par rapport à des SCPI spécialisés comme le commerce qui, dans cet événement voilà, que personne ne pouvait prédire, ont été plus impactés. Maintenant, on voit aussi des SCPI beaucoup plus thématisés ou totalement thématisés, comme de la logistique, comme chez Perial PF Hospitalité Europe, qu'on a lancé il y a 2 ans sur la thématique de l'accueil de l'humain, que ce soit depuis la crèche jusqu'aux résidences gérées, résidences seniors en passant par les résidences étudiantes, et qui fonctionne également très bien. Donc, c'est 2 axes. Soit l'épargnant peut choisir d'aller vers une SCPI diversifiée, peut-être de n'en choisir qu'une seule, soit de faire son propre, avec l'aide de son conseiller, de faire sa propre diversification en investissant dans plusieurs SCPI. On parlait de conseillers. Si on veut que la cible s'élargisse, on va peut-être toucher, on l'a dit, des jeunes qui n'ont pas le réflexe d'avoir un CGP ou d'avoir un conseiller d'une autre profession. Est-ce que soi-même, avec la transparence de l'information à laquelle vous travaillez, est-ce que soi-même on peut constituer de manière compétente au prix de s'y intéresser, hein, mais un portefeuille, est-ce qu'on a assez d'éléments pour ne pas se tromper, ou est-ce qu'il faut intercaler un conseil professionnel? Ça dépend de son profil. Enfin, ça prend du temps. D'abord, je pense que l'information est accessible, mais il y a toute une phase d'apprentissage pour comprendre le fonctionnement d'une SCPI, pour comprendre les indicateurs qu'il faut observer, qui nécessitent du temps. Et ça, le temps, tous les profils ne l'ont pas. Je pense que oui, c'est toujours possible. Certains épargnants le font, peut-être de plus en plus, mais ce ne sont pas les mêmes profils que ceux qui vont déléguer et qui vont faire confiance à un conseiller de gestion patrimoine qui va faire le job pour eux et qui, de toute façon, aura une connaissance beaucoup plus élargie par rapport à la problématique patrimoniale de l'épargne. Avant une question à Pierre-Antoine, un sujet Perial, alors j'en reviens au jury de la meilleure SCPI, mais je ne fais pas de publicité à celui-là. Encore une fois, il y en a d'autres. Hein. Désormais, vous êtes observé, hein, notamment par des titres patrimoniaux qui suivent votre vie, vos performances. Et traditionnellement, Perial est distingué pour ses performances de long terme et élevées. Comment on fait pour avoir des performances de long terme élevées? Quel est le secret? Alors, d'abord, je pense qu'il y a 2 grands axes, 3 grands axes. D'abord, c'est déployer une gestion dynamique. C'est-à-dire qu'on va observer le patrimoine et l'accompagner et accompagner son évolution tant en termes d'acquisition mais également de cession. On peut choisir de se séparer de certaines typologies d'immeubles parce qu'on estime qu'elles ont performé et
qu'elles ont fait au fond, elles ont donné au fond ce qu'elles pouvaient et qu'elles ne pourront plus le faire, soit parce qu'elles ne correspondent plus à la stratégie des fonds. Chez Perial, on a des fonds qui ont jusqu'à 50 ans, donc la stratégie des fonds évolue également. Et donc cette gestion dynamique, c'est aussi la garantie d'avoir un fonds qui continue de performer et qui ne s'épuise pas. Ensuite, on l'a déjà évoqué, c'est de travailler sur l'amélioration du patrimoine. On doit rester attractif pour les locataires, on doit fidéliser les locataires existants puisque ce sont eux qui payent les loyers et c'est ces loyers que nous resservons à l'épargnant. Donc, travailler son patrimoine dans une démarche best in progress pour répondre aux réglementations de demain également est essentiel. Et c'est ce troisième point, je pense, qui nous permet aujourd'hui d'afficher des performances de long terme, c'est les anticipations des réglementations à venir. L'illustration parfaite, c'est PFO2 qui anticipait la réglementation de réduction de l'énergie tertiaire avec un temps d'avance et qui nous permet effectivement d'afficher des performances du patrimoine qui anticipent cette réglementation. Merci beaucoup. En revenant vers, et puis ensuite on clôturera parce que le temps est passé très utilement, très agréablement. Je reviendrai vers Pierre-Antoine. Je salue Jean-Marc Colly qui effectivement est resté au maximum de ce qu'il pouvait. Il a un rendez-vous ensuite. Je ne sais pas s'il est encore avec nous, mais je le remercie au nom des participants. Pierre-Antoine, une question qui m'est posée. J'ai le sentiment qu'il y a face à nous des professionnels qui ont envie de distribuer des SCPI, qui peut-être ne le font pas et qui en ont envie, tant mieux si on a servi à ça au cours de ce débat notamment. Et il m'a demandé si l'absence de frais de souscription empêchait la distribution par des prescripteurs et leur rétribution, évidemment. Non. Non. Et Paul, qui est présent autour de la table, en est un bon exemple. Avec France SCPI. Non, effectivement. Alors, oui, notre modèle modifie fondamentalement la méthodologie de rémunération de nos distributeurs, de nos apporteurs d'affaires. Néanmoins, tout travail mérite salaire. Et donc, effectivement, il est logique d'accompagner le CGP au travers d'une rémunération. Donc, en fait, on abandonne une partie de notre marge au profit des conseillers en gestion de patrimoine qui nous apportent des investisseurs et qui font tout le travail de suivi et d'accompagnement des clients dans la durée. Donc, pour répondre plus concrètement, d'ailleurs, même pour aller un cran plus loin, historiquement, la SCPI, donc vous avez, Paul en a un petit peu parlé, vous avez en moyenne 9-10% de frais de souscription. Historiquement, cette commission de souscription sert à rémunérer la société de gestion et le distributeur, qu'il soit banquier, CGP ou autre. En abandonnant cette commission de souscription, donc en passant à 0%, on n'a plus ça à partager, ce gâteau à partager. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on rémunère nos partenaires sur de l'encours, qui est évidemment à court terme plus faible qu'une rémunération upfront. Néanmoins, je laisse germer une idée, c'est qu'on a parlé de la durée moyenne de détention des SCPI qui est à 23 ans. Donc, nous, on rémunère nos partenaires effectivement sur de l'encours, qui vient d'ailleurs récompenser le travail de suivi du CGP dans la durée auprès de son client. Et ça a une autre vertu, puisqu'une population CGP, a priori, effectivement, dans l'Assemblée, ça a une autre vertu, c'est que, comme un contrat d'assurance vie, ça vient valoriser la structure dans la durée, puisque ça crée de l'encours, en fait, tout simplement. C'est parfaitement clair. Donc voilà, on entend des stratégies différentes et à la fois commerciales pour les souscripteurs, mais aussi de rétribution des mérites, travail, mérite, salaire, de la part de ceux qui contribuent à la distribution. Je voudrais vous remercier, alors tous les quatre, mais Jean-Marc nous a quittés, pour votre clarté, pour votre sincérité. Voilà, je vous ai poussé un peu dans vos retranchements. Les questions du chat m'y ont aidé. Voilà, on a fait une belle soirée sur un thème qui, d'évidence, le méritait et qui intéresse un très grand nombre de professionnels, mais sûrement aussi de particuliers qui sont avec nous régulièrement. Pour moi, je vous donne rendez-vous au mois de mars et Evelyne doit connaître par cœur la date, mais c'est le 14 mars, ça y est, j'ai retrouvé. Donc, dans un mois, jour pour jour, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin et Evelyne a le mot de la fin.
Eh bien, je m'associe aux remerciements d'Henri pour nos invités qui ont traité un sujet, comme vous l'avez compris, qui me tient à cœur. J'ai une grande tendresse pour les SCPI depuis longtemps. Moi, j'ai toujours observé que c'était une alternative à l'immobilier direct. Ça ne m'a jamais empêché d'avoir de l'immobilier direct. Et parmi nos clients administrateurs de biens, nous vendions aussi bien des parts de la SCPI que nous gérions que de l'immobilier direct. Donc, ce sont des choses complémentaires qui répondent à d'autres objectifs. Je glisse au passage, comme vient de le dire Henri, que des administrateurs de biens peuvent commercialiser des parts de SCPI, de même qu'ils pourraient commercialiser tout un tas d'autres choses, eu égard à la grande connaissance qu'ils ont des patrimoines et des objectifs de leurs clients. Et puis, moi, je note une chose qui peut paraître grave, mais qui pour moi est très optimiste, c'est que vu la position de l'Europe sur les taux qui certes remontent un petit peu, je pense que les produits financiers ne sont pas prêts de concurrencer les produits immobiliers et que dans la mesure où certains de nos clients sont malheureusement désenchantés et face à la complexité de faire changer un logement de diagnostic ou face à la complexité de la gestion, eh bien, ça peut être une alternative et un avantage. Voilà. Donc, merci encore à tous et bonne Saint-Valentin également. Merci Laetitia Vernier, Paul Bourdois et Pierre-Antoine Gurriala. Bonne soirée. Bye bye.